Bonjour, je suis Delphine Chabert. Bienvenue dans Chabert Envoie, un podcast de campagne parce que je suis candidate aux élections du 9 juin 2024. Un podcast pour donner la voix à d'autres parce que pendant mon mandat, j'ai travaillé de toutes les manières à rendre visibles les invisibles. Les aides ménagères, les mamans solo, les travailleuses du sexe, les personnes sans abri, les jeunes en décrochage, les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Députée, j'ai porté leur voix dans les lieux de pouvoir, là où les décisions se prennent, mais pas par ces gens-là. Alors comme je fais campagne pour continuer à être députée, j'ai ouvert mon espace de parole à des personnes qui m'inspirent, des femmes beaucoup, mais pas que, parce que tout dans leur histoire est politique et que leur voix compte. C'est comme ça que je conçois la politique, que je la respire et que je veux la faire vivre avec vous. Allez, c'est parti pour 15 minutes de discussion, ou plus, et 1000 émotions, idées ou envies à partager. Aujourd'hui, j'invite Dessa. Dessa, c'est une jeune femme de 31 ans que j'ai rencontrée dans le cadre de mon travail. Dessa, tu es conseillère CPS, entre autres activités. Et je t'ai suivie notamment sur les réseaux sociaux. Et ce qui m'a vraiment intéressée, c'est ton expression publique sur des questions de santé mentale. Je sais que, puisque tu en as parlé publiquement, tu as eu ce courage-là. Je sais que quelque chose de terrible t'est arrivé. Et très vite, tu as parlé, tu as communiqué là-dessus. J'aimerais bien que tu puisses nous dire pourquoi tu as eu ce besoin de partager avec beaucoup de monde, donc dans l'espace public, quelque chose de très intime et de l'ordre de la santé mentale. Merci Delphine de me donner la parole à ce sujet qui me tient très à cœur aussi. C'est vrai que via mes réseaux sociaux, en fait, j'ai toujours eu à cœur d'être très transparente pour briser certains tabous par rapport justement aux questions de santé mentale, parce qu'on se cache souvent et quand ça va pas, on essaye d'aller bien, coûte que coûte, mais c'est parfois sans oser vraiment en parler. Et en fait, quand mon père est décédé de manière assez subite, en fait, j'ai pas vraiment réfléchi à en parler ou pas parce que j'ai en plus une communauté très bienveillante autour de moi qui m'a permis de le faire, mais c'est sur ces réseaux sociaux où j'ai eu envie en fait de partager les étapes de ce deuil, mais aussi en fait tout ce que ça avait comme conséquences psychologiques, au-delà des conséquences financières et de toutes les démarches administratives en fait qui alourdissent cette charge mentale qu'on a face à un deuil qui nous tombe un peu dessus sans qu'on s'y attende. Et donc en fait c'est vraiment cette envie de prendre la parole quelque part pour aussi permettre à d'autres d'avoir plus facile d'en parler un petit peu. Et je l'ai remarqué parce qu'à chaque fois que j'ai... Et c'est vrai que c'est un peu difficile parce que c'est un peu se mettre à nu sur son histoire privée, du personnel. Ouais. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Mais le retour de ça est tellement enrichissant qu'en fait, on se dit, on n'est pas tout seul à vivre quelque chose comme ça. Ouais. Et le fait que nous, on en parle en étant un peu public, ça permet à d'autres personnes qui ne le sont pas de se dire, mais en fait, c'est pas grave d'en parler, c'est bien. Donc ça a été vraiment la première étape. Et la deuxième étape de cet enrichissement, je trouve que ça a été cet échange avec les gens qui t'expliquent eux aussi ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont traversé. Parfois, ce qu'ils regrettent, de ne pas avoir, de pas s'être fait suivre ou de ne pas avoir pu avoir un suivi médical par rapport à cette situation, parce qu'en fait, ça nécessite parfois un suivi médical. Ça laisse des traumas assez importants chez la personne. Donc, ouais. Et donc, prendre la parole t'a aidé, tu as eu des retours positifs apparemment. Et qu'est-ce qui aurait pu t'aider d'autres sur ces questions de santé mentale? Puisque, je ne sais pas si tu as mis un diagnostic ou un terme, mais c'est quelque chose qui relève de la dépression, peut-être, ouais. On pourrait dire. Qu'est-ce qui aurait pu t'aider à ce moment-là, dans ce que tu traversais? Un soutien... En fait, donc, ce qui a été compliqué dans cette traversée, c'est que moi, je n'ai pas eu peur d'aller chercher de l'aide, donc d'aller chercher un professionnel de la santé pour m'aider, parce que je trouve que c'est super important, malgré que chez nous, ce soit vraiment, vraiment tabou. Donc, c'est quelque chose, chez nous, je dis plutôt oui. Dans ma communauté et dans d'autres, hein, mais c'est, voilà, la santé mentale, c'est presque être faible d'aller chez le psychologue, c'est presque... Voilà, c'est presque, il faut se le cacher, etc. Et donc, en fait, ces codes se brisent petit à petit. Et moi, j'ai vraiment un point d'honneur, justement, à casser ces codes parce que c'est tellement important. J'ai vu ma petite sœur qui a vécu des crises d'angoisse terribles pendant toute cette période.
et qui, en fait, si elle ne s'était pas fait suivre, eh ben, ça, c'était compliqué. C'est pas gérable pour une famille, en fait, tout seul. On n'a pas les outils que les professionnels de la santé ont. Et donc, ce qui a été compliqué, c'est le suivi financier par rapport à ça. Oui. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on commence à suivre une psychologue dans une période de dépression, parce que c'est vraiment le mot, Oui, c'était on ça. ne sait plus rien faire d'autre, bah, il y a un besoin de suivi régulier. Parce que moi, j'étais un peu plus âgée, plus mature, donc j'arrivais encore à dire ça, je sais que ça, c'est pas normal dans mon comportement à ce moment-là. Par exemple, j'avais vraiment des comportements où j'avais, bah, avec mon mari, j'avais besoin qu'il soit tout le temps là. Mais c'est un peu Oui. toxique quand même. Enfin, moi qui ai toujours eu besoin d'avoir ma sphère privée à moi, là, je ne savais pas me séparer de lui. Et donc, il y a eu des comportements où j'ai dit ça, il faut que j'en parle avec quelqu'un, et ça m'a aidé d'en parler avec un professionnel. Mais c'est vrai que très vite est apparu aussi le souci financier, le coût financier de ce que ça représente d'aller toutes les semaines chez le psychologue, parce que c'est pas en fait couvert ou très peu couvert par les soins de santé. Et donc finalement, ça a vraiment été très compliqué sur un plan purement technique. Donc, c'est la question financière, Ouais. du manque de prise en charge de ces soins, puisque c'est vraiment une démarche thérapeutique Ouais. dont vous aviez besoin. Et donc, tu parlais de ta sœur. Donc, en fait, c'est toute ta famille qui a été touchée par ce drame de la perte de votre papa. Est-ce que vous avez tous traversé des moments de dépression ou de difficultés de santé mentale? Est-ce que vous avez pu en parler entre vous? Alors je pense qu'on les a vraiment tous traversés. Ouais, On est passé par toutes j'imagine. les émotions. Et alors on est très soudés les uns aux autres. Donc finalement, c'est vrai on a été tout le temps ensemble. On a eu ce besoin d'être tout le temps ensemble. Et ça nous a vraiment permis quelque part aussi de réussir à passer le cap ensemble, parce qu'on avait un besoin vital d'être entourés les uns des autres. C'était super important pour nous tous. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu tous les mêmes réactions. Moi, je vois mon plus jeune frère qui a eu plus de mal, par exemple, cette démarche de prise en charge est plus compliquée. Oui, c'est ça. Et donc, D'accepter de se faire aider par un voilà. professionnel. Et donc, Oui. autant entre nous, c'était Oui. possible. Donc, voilà, nous, on se faisait suivre et on essayait toujours de suivre les autres aussi. Mais autant, ben, c'est vrai que cette démarche n'est pas encore acceptée. Mais je crois que c'est pas une question de communauté non seulement. Parce que je le voyais bien, le plus jeune, ben, à l'école, ou quand il en parlait avec les autres, c'est quelque chose qui ça va pas, parce que ça touche directement, comme s'il devenait faible en une fois, en fait. Hein. Oui, c'est Donc, ça, et presque une honte, ouais, même voilà. parfois, de dire je ne vais pas bien. Ah, mais oui, voilà, tu es faible, tu ne sais Ouais. pas trouver tes solutions, Oui, c'est ça. Et Ouais. on voit vite aussi, tu vois, les limites du système dans lequel on est de manière générale, que ce soit ben, le plus jeune à l'école, moi dans mon milieu professionnel, mes autres frères et sœurs aussi. Donc, tu vois vite les limites où la société, en fait, n'est pas adaptée à un deuil. Tu Oui. vois, donc le rythme de vie qu'on a n'est pas adapté à un deuil. Et finalement, la vie continue, parce que c'est normal, mais que cette phase-là, ben, il manque quelque chose, tu Il vois, manque quelque il chose, manque oui, quelque oui, chose. par rapport aux questions de détresse psychique et de Ouais, pouvoir le vivre peut-être du temps, en fait. Tu as parlé des c'est questions ça. financières, peut-être aussi du temps. Ah oui, oui, le temps, ne serait-ce que, enfin, c'est vrai que moi, j'avais la chance de connaître, tu vois, les droits qu'on avait, ou de savoir vers qui me tourner, parfois pour poser des questions, parce que c'est pas que je connaissais tous les droits qu'on a. Mais parfois, je me disais vraiment, si ma mère était pas entourée de Oui, c'est moi, de mon ça. Si frère, elle avait été etc., isolée. comment est-ce qu'elle aurait fait, en fait, dans toutes au-delà du fait du deuil, enfin, c'est comme si c'est comme si on t'interdisait de vivre ce deuil quelque part, parce que tu dois vivre, en fait. Oui, Tu dois oui. survivre, et il y a les enfants qu'il faut continuer à élever, etc. Donc, il y avait vraiment ce truc de comme si tu étais privé de quelque chose. Et ça, c'est vrai que c'est un peu frustrant dans des périodes. Et je parle du deuil parce que c'est ça que j'ai vécu, mais je pense qu'une dépression, Oui. de manière générale, un burn-out, une dépression, ben, la société n'est pas adaptée à aider à la prise en charge de ces personnes-là. Parce qu'il faut ce temps d'adaptation. Et donc, mais à côté de ça, il y a toutes les contraintes financières et de société qui font qu'on on n'est pas apte à le faire concrètement, en fait, malheureusement. Et c'est pour ça que je trouvais vraiment important quand j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu prenais la parole et que tu disais que tu parlais en ton nom et tu parlais aussi de ta famille. Donc quelque chose de vraiment, j'ai trouvé extrêmement courageux parce que c'était de la souffrance. Et donc je me disais comment, parce qu'il y a cette question du tabou.
c'est un tabou, les questions de santé mentale, alors qu'il est de moins en moins depuis notamment la question du Covid, où on s'est rendu compte que beaucoup de personnes étaient en détresse psychique et que ça n'était pas qu'une question intime, personnelle, individuelle. Là, vous avez vécu un deuil, mais c'est aussi une question de société. Qu'en effet, comme ton témoignage le montre bien, la société n'est pas du tout armée pour répondre aux besoins, que ce soit dans des prises en charge financières. Et encore, toi, tu avais l'information. Beaucoup de gens n'ont pas cette information, ne fût-ce que de savoir que des psychologues, il y a des médecins dont c'est le métier de prendre en charge ces questions de détresse. Tu as parlé à plusieurs moments de ta communauté. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta communauté? Tu ne l'as pas nommée, qu'on puisse savoir de qui tu parles, et cette question du tabou aussi, puisque c'est un tabou dans notre société, mais peut-être dans ta communauté, nous parler de ça? Oui, bien sûr. Mais en fait, du coup, j'ai parlé de ma communauté Instagram aussi, où là, c'est autre chose. C'est ce que j'ai développé justement avec on brise le fait de ne pas pouvoir parler. Donc, j'ai pris et la donc, parole. Plutôt une communauté de jeunes, puisque Oui, tu es voilà, une jeune femme. plutôt vraiment des jeunes qui ont été touchés ou qui ont vécu des choses comme ça ou qui ont envie juste d'en savoir plus, parce que je partage aussi beaucoup d'infos sur ce qui existe pour pouvoir armer aussi et aider d'autres personnes vers des démarches que je n'aurais pas eu, par exemple, si je n'avais pas accès au monde dans lequel je suis. Mais à côté de ça, il y a aussi ma communauté d'origine. Donc, je suis origine du Kosovo, donc albanaise du Kosovo. Et c'est vrai que les tabous au niveau de la santé mentale, je les ai beaucoup ressentis aussi dans la communauté par rapport au fait que c'est pas bien d'aller chez le psychologue ou voilà. C'est limite si on est fou, si on y va, mais en fait, on est fou si on n'y va pas. Et donc, c'est ça que j'essaie toujours de dire, c'est on est intelligent quand on se soigne, en fait. Ne pas se soigner, c'est un peu se laisser aller. Mais c'est aussi beaucoup dû au fait que on vient d'un pays en guerre, qu'on n'a pas eu vraiment le temps de faire attention aux questions de santé mentale. Tu vois, quand on fuit la guerre ou quand on est en train de vivre la guerre, c'est pas la priorité, quoi. La priorité, c'est survivre. C'est la survie. Et donc, la priorité, ici, ça a été l'exil, ça a été l'immigration, ça a été s'intégrer dans un autre pays, s'adapter à une nouvelle culture. Donc, ça a été un autre instinct qui s'est beaucoup plus développé, qui fait que c'est vrai que ces questions-là sont restées tout un moment beaucoup plus en sourdine. Et moi, j'ai vraiment à cœur de pouvoir m'apporter aussi, de se dire, voilà, moi, on est peut-être la génération qui dit, voilà, maintenant, on arrête les traumas du passé, parce qu'ils sont là, et les traumas de la guerre, ils se transmettent de génération en génération, mais on prend tout ça, parce que ça nous a apporté beaucoup, ça nous a formés, c'est ça qui fait qu'on réussit aujourd'hui à parler de plein de choses, etc. Mais à côté de ça, on met un stop, on n'accepte plus que ça nous... Tu vois, que ça conditionne notre rythme de vie. On n'est pas en survie, en fait. On est pleinement libre de vivre notre vie pleinement. Et on a le droit de se soigner, on a le droit de prendre soin de soi. Parce que moi, je vois avec mes parents, il y a aussi c'est la génération de mes parents de manière générale. Même se soigner physiquement, c'est compliqué. Prendre un rendez-vous chez le médecin, ça prend des mois, alors que déjà prendre un rendez-vous, ça des mois après. Mais là, rien que pour prendre le rendez-vous, c'est repoussé. Et donc, c'est là où c'est plein de petits déclics que j'ai eu au fur et à mesure que de quand j'ai grandi. Ma mère a eu un cancer, mais le temps qu'elle aille se faire soigner pour son cancer, elle était déjà à bout. C'est la question du soin, s'occuper de soi, oser s'occuper de soi. Parce qu'en fait, on est tellement dans le s'occuper des autres, faire avoir un foyer, mettre en sécurité les enfants, parce que la sécurité, c'était quelque chose, quand on vient d'un pays en guerre, c'est normal. Mais c'est vraiment cet instinct où en fait on se laisse de côté. Et donc c'est ça qui fait aussi, parce que parfois, tu vois, c'est facile. Enfin, moi, on me dit oui, mais tu nous stigmatises. Non, pas du tout. C'est juste qu'il faut recontextualiser tout ça pour comprendre mieux pourquoi. Et pourquoi aujourd'hui, nous, on a cette chance de pouvoir dire, non, aujourd'hui, moi, ça, j'en parle, ça, c'est pas OK, ça, c'est une dépression, et c'est pas grave, je suis pas malade, c'est pas quelque chose de contagieux ou de pas soigner. C'est comme quand on a une grippe, on prend des médicaments, on va se faire soigner, on se repose beaucoup. Mais là aussi, j'ai besoin de me reposer, quoi. Et on a besoin de mettre un frein à tout ça. Et est-ce que tu penses que ça évolue quand même? Parce qu'on peut imaginer de la génération de tes parents qui ont été cette première génération, en tout cas dans ton histoire, qui ont fui leur pays, qui sont arrivés ici à Bruxelles. Est-ce que tu penses que sur cette question de la santé mentale, en tout cas, ça évolue avec ta génération et peut-être même celle après toi?
Mais je pense que ça commence à évoluer et aller beaucoup, parce que on le voit beaucoup, enfin moi, en tout cas, je trouve dans la communauté à Bruxelles, c'est que aujourd'hui, je vois des gens de ma communauté partout, en fait, tu vois, on est assez fondus dans la masse quelque part. Mais donc c'est vrai qu'il y a des psychologues en plus, donc Oui, ça aussi tout ce cheminement des enfants qui sont venus, qui sont scolarisés, qui aujourd'hui exercent eux-mêmes des métiers de santé mentale, etc. C'est oui, vraiment c'est des ça. choses qui permettent aussi en fait, même les parents, moi mes parents, ils ont fait une déconstruction avec moi aussi, hein, depuis qu'ils sont arrivés ici, avec nous, j'ai envie de dire, c'est que au fur et à mesure, tu te rends compte en fait que ah ben en fait eux aussi ont une autre manière de voir les choses et de voir l'anxiété, se dire ah mais en fait c'est pas grave, il faut juste se prendre en charge et faut pas on règle plus les choses, on n'est plus en survie quoi, Oui. on est dans une autre phase et oui vraiment je pense que c'est quelque chose qui évolue mais pour laquelle il faut continuer à parler et continuer à oser en parler publiquement pour vraiment bien Oui. rendre ça normal en fait. Tout à fait. Je trouve ça, et c'est pour ça que je trouvais ça très courageux. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois une femme, que ce soit une parole de femme sur la question de la dépression, a une importance ou ça aurait été la même chose si c'était un homme? Et est-ce que cette parole est prise par des hommes? Moi, je crois que ça aurait été encore plus fort si un homme le prenait, surtout dans notre communauté, Ouais. sur un sujet comme celui-là, parce que ça permettrait encore plus de casser les tabous, tu vois, le fait que c'est une femme qui en parle, parce qu'il y a ce côté empathique qu'on nous donne, comme quoi on est né avec ça. Mais je crois que même ça, c'est déjà beaucoup, en fait. Tu vois, le fait d'en parler, moi, j'ai autant des filles que des garçons qui réagissent Oui. à mes témoignages, donc quelque part ça touche quand même. Et en fait, les générations grandissent, et même celle de mes parents, tu vois, c'est une génération qui en fait a grandi en Europe, à Bruxelles, enfin, quand ils sont arrivés ici, ils étaient tout jeunes, ils avaient mon âge maintenant, ils étaient plus jeunes que moi maintenant. Oui. Donc, quelque part, ils ont grandi ici, tu vois, là, ils ont fait leur vie d'adultes, de jeunes adultes ici, donc ils se sont eux aussi ouverts à ces questions-là, je pense. On a parlé de la santé mentale, tu as parlé aussi de ta communauté, je trouvais ça vraiment intéressant et je me souviens qu'on a eu une discussion une fois sur des questions plus culturelles ou plus religieuses où tu me disais, mais chez nous, au Kosovo, on a quelque chose qui pourrait être vraiment utile ici, c'est cette manière de vivre ensemble, cette manière de cohabiter de manière tout à fait pacifique. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça et justement de savoir comment euh, ta communauté, qui est une petite communauté, je pense, en termes de nombre, et tu disais assez fondue, mais comment on pourrait s'inspirer aussi de la façon dont vous vivez là-bas au Kosovo sur cette question de l'interculturalité, de l'interreligion, de la différence et des diversités. Oui. Au Kosovo, c'est beaucoup la question des religions, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs religions chez les Albanais. Il n'y a pas une religion qui. euh, En fait, c'est quelque chose de privé. Tu vois, donc moi, on m'a jamais demandé c'est quoi ta religion Donc j'ai grandi en fait en étant d'une confession et j'ai aucun problème à en parler. Et, je fais toutes les fêtes avec ma famille et c'est très enrichissant, mais c'est privé en fait. C'est quelque chose de spirituel on nourrit et on garde très précieusement, mais chacun en fait pour soi. Donc, et autant on a chacun nos religions, autant en fait on respecte la religion de l'autre. Donc on respecte, on fête la religion de l'autre. Donc pour les fêtes, c'est vrai que si on a un voisin ou un ami proche ou quelqu'un qui est d'une autre confession, par exemple à Noël, on va nous souhaiter joyeux Noël à nos voisins, à nos amis proches pour qui c'est très important. Et ça l'est pour nous aussi parce qu'en fait c'est un moment de partage. Et quelque part, c'est ça que je trouve qui est très enrichissant et que moi, j'essaie de beaucoup prendre dans mon quotidien aussi. C'est qu'en fait, c'est une richesse de pouvoir avoir deux visions, de pouvoir avoir deux ou trois ou quatre plus points Oui. de vue sur les choses. Et c'est ça qui te permet en fait d'aborder les choses d'une manière plus euh, multidimensionnelle. Tu Mhm. peux vraiment te mettre à d'autres places et voir les choses en 3D, quoi. T'es pas juste sur ton papier où chacun a sa place dans une case. J'ai fêté Noël, on fait le Ramadan, on fait l'Aïd. Donc on a vraiment
j'ai grandi comme ça, donc pour moi, c'était normal. Et au Kosovo, c'est vrai que dans la ville de ma maman, par exemple, ben, on voit la mosquée et l'église qui sont en face l'une de l'autre et il n'y a aucun problème de cohabitation ou de vie l'un avec l'autre. C'est vraiment fondu, c'est normal, quoi. Je vais te poser 2 questions pour conclure cette petite discussion. Et sur les 2 sujets qu'on a abordés, en fait, tu choisis. Si tu étais ministre demain, Dessa, quelle serait la mesure prioritaire que tu prendrais, ou peut-être 2 ou 3 mesures, mais quelles seraient vraiment tes priorités si tu avais le pouvoir de changer les choses en tant que ministre demain? Mais alors, je vais rester sur ce qu'on a discuté. Vraiment, ce qui moi, me tiendrait le plus à cœur, c'est de rendre accessibles les soins de santé mentale, qu'il y ait un vrai remboursement de ces soins de santé pour permettre à tout le monde, justement, d'en profiter et de se soigner. Donc, une meilleure prise en charge par rapport à ça. Et alors, un accompagnement accentué par rapport aux familles qui deviennent monoparentales un peu du jour au lendemain. Parce que voilà, ma mère, moi j'étais à côté d'elle, mais d'autres mamans ou papas n'ont pas quelqu'un à côté d'eux pour pouvoir les accompagner. Et franchement, je ne sais pas comment ils font, franchement. Ma dernière question, est-ce que tu te sens invisible? Je ne me sens pas invisible parce que je prends la parole. Donc je m'impose quelque part, donc je dis mon opinion, mais pas parce qu'on me la donne ou pas parce qu'on me rend visible. C'est vraiment, si on peut ne pas me donner la parole, je crois que je ne l'aurais pas. Mais je la prends. Je crois vraiment que c'est ça. Merci Dessa. Merci à toi Delphine. Merci à Chandresa pour ses mots et son courage, parce qu'il en faut du courage pour oser dire que ça va pas. Et que c'est normal de ne pas trouver des infos, c'est normal de ne pas savoir à qui parler, de ne pas trouver des solutions pour soi et ses proches. Parce que parler de santé mentale, c'est encore tabou, et les tabous, ça crée de la souffrance. Moi, ce qui m'a touchée chez Chandresa, c'est sa force, c'est sa capacité à trouver les mots hyper justes et à mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans notre société, comme par exemple vivre un deuil, prendre le temps de se rétablir et d'être à côté de ses proches qui vont mal aussi. Chandresa, elle nous a parlé aussi de sa communauté. Enfin, elle en a plusieurs des communautés. Elle a une communauté en ligne, elle a une communauté d'amis, elle a une communauté de son pays d'origine. Elle est albanaise du Kosovo. Elle nous a parlé de la nécessité de fuir son pays parce qu'il est en guerre et des traumatismes qui se transmettent de génération en génération. Les Albanais du Kosovo ont apparemment un talent pour vivre ensemble en paix, entre traditions, entre cultures et religions différentes. Ça m'inspire moi plein de choses, je suis sûre que vous aussi. Mais ce que dit Chandresa, c'est aussi que émigrer, c'est être en mode de survie dans son pays d'accueil et qu'on n'a pas trop le temps de s'occuper de soi. Alors vous imaginez comme ça doit être dur de parler de santé mentale avec une histoire comme celle-là. C'est ce que Chandresa veut changer, elle veut briser le tabou. La santé mentale, de mon côté, moi, c'est vraiment une priorité. J'ai vu pendant ces 5 dernières années, trop de jeunes cabossés, des jeunes décrochés, écorchés, des parents démunis, des femmes au bord de la crise de nerfs, des mamans rongées de culpabilité. Et moi, j'aimerais, si je suis élue, justement, qu'on fasse plus de campagnes pour déstigmatiser la santé mentale. Je voudrais des consultations de psy remboursées et accessibles à tout le monde, et puis beaucoup plus de prévention pour les jeunes. Bref, je voudrais en faire une grande cause nationale parce que je suis sûre que ça nous fera du bien à tous.